L'esclavage des travailleurs immigrés qui sont là pour faire le sale boulot. Et il y a énormément d'abus qui sont documentés, qui sont connus. Il y a plein de rapports là-dessus. Et pourtant, il y a zéro campagne pour mettre fin à ce qui est clairement le régime le plus arriéré, le plus barbare, le plus inhumain de la planète. Zéro campagne. Et au contraire, on les présente comme des modérés, nos alliés. Et depuis 50 ans, on vous raconte qu'ils vont gentiment évoluer, qu'il faut les laisser tranquilles et que tout va aller bien. En réalité, on a fait alliance là-bas, les Britanniques d'abord et les États-Unis ensuite, avec les pires meurtriers, les pires assassins et les pires fanatiques, qui jouent un rôle derrière le terrorisme contre la Libye, contre la Syrie et d'autres pays, qui financent le terrorisme et le fanatisme en Europe occidentale aussi, à travers des mosquées, à travers des choses comme ça, certaines mosquées. Hein. Et donc, pourquoi on ne fait pas ces campagnes contre l'Arabie Saoudite? Tout simplement parce que, grâce à l'Arabie Saoudite, les pétrodollars sont directement recyclés, comme je le disais, à Wall Street et dans le budget des États-Unis pour continuer à faire la guerre. Plus le fait que l'Arabie Saoudite, déjà à l'époque, avait conclu, on en parle ça dans le bouquin, ils avaient mis sur pied le Safari Club, qui n'était pas une question de tourisme, mais qui était en fait un petit club où il y avait le Shah d'Iran, il y avait Mobutu du Congo, il y avait 2-3 dictateurs de ce genre-là, et il y avait le roi d'Arabie Saoudite. Et ces gens-là, en fait, finançaient des mesures de protection contre les dictatures, les bonnes dictatures, ceux qui sont avec nous, et organisaient de la déstabilisation et l'assassinat de toute une série de gouvernements et de dirigeants progressistes. Donc il n'y aura jamais de campagne contre l'Arabie Saoudite si nous ne la faisons pas nous-mêmes. Voilà deux exemples, et les autres exemples sont intéressants aussi, mais bon, il faudra lire le bouquin. Ce qui est important, c'est que tout ça, en fait partie d'une bataille générale pour conserver la domination des États-Unis sur le monde arabe et sur le Moyen-Orient, et même recoloniser les zones qui ont été perdues. Et donc là, je ne vais pas développer maintenant les guerres contre la Libye et celles contre la Syrie, parce que c'est déjà la guerre en fait contre la Syrie. Je ne vais pas les développer, mais s'il y a des questions, je répondrai volontiers. En deux mots, il s'agit de reconquérir des zones qui avaient été perdues. La vraie raison du renversement de Kadhafi, qui avait été décidé non pas parce qu'il y avait quelques manifestations et de la répression, mais qui avait été décidé 3 ans plus tôt à Paris et à Washington, avec un travail des services secrets des uns et des autres sur le terrain dans l'Est libyen, plusieurs mois avant les fameuses manifestations et plusieurs mois avant l'intervention du clown BHL. Et ça se trouvait déjà, je ne vous raconte pas des secrets que j'ai découverts par un travail acharné, ça se trouve dans le New York Times, ça se trouve dans des quotidiens italiens qui se sont fait un plaisir de balancer les services secrets italiens, se sont fait un plaisir de balancer les services secrets français, parce qu'évidemment la guerre en Libye c'était aussi de la part de Sarkozy et de Cameron, l'Allemagne et l'Italie, pousse-toi de là, maintenant c'est nous qui prenons les contrats. Et c'est que ça. L'autre grand crime de Kadhafi, je ne vais pas dire que c'était un grand démocrate que j'adorais, mais de toute façon la question ne se pose pas. Pourquoi on va s'en prendre à ce dictateur-là et pas à tel autre qu'on a mis en place et qu'on protège? Pourquoi on finance l'armée d'Arabie Saoudite pour aller tirer sur les manifestants du Bahreïn? Pourquoi on fait la même chose au Yémen et on va s'en prendre à celui-là? Hein, c'est comme on a déjà eu l'occasion de le dire, il y a les bons et les mauvais dictateurs. Mais le crime majeur peut-être de Kadhafi, c'était d'utiliser l'argent du pétrole, certainement pour donner un niveau de vie exceptionnel à toute sa population, y compris aux Africains immigrés, pas de racisme non plus, émancipation de la femme, mais comparé avec l'Arabie Saoudite, le Koweït et le Qatar. Hein. Mais le crime majeur, je disais, c'était de financer des projets de développement alternatifs de toute une série de pays africains pour échapper au chantage des multinationales de la Banque mondiale et du FMI. Ça, c'était le grand crime. Ces pays doivent rester dépendants. Or, avec 30 milliards de dollars de revenus par an du pétrole utilisés pour aider toute une série de pays africains, ça, c'était un très, très grand danger. Je ne vais pas tellement développer la Syrie maintenant, on peut en parler, mais c'est clairement aussi éliminer les résistances à Israël. Et quand on aura, si on y arrive à
renverser la Syrie, ben, le tour viendra du Liban, de la résistance palestinienne, et après c'est l'Iran, et voilà. Donc la question est, pourquoi toute cette agressivité? Et en fait, la raison fondamentale dont je n'ai pas encore parlé, c'est la Chine. C'est-à-dire que tout ça, c'est, une guerre globale contre la Chine. Je disais que les États-Unis veulent absolument conserver leur domination sur le monde. Et le tout grand concurrent au niveau économique et politique, c'est la Chine, qui clairement a changé les rapports de force dans le monde. On ne va pas maintenant ouvrir la discussion sur ce qu'on pense de la politique qui est menée là-bas. De toute façon, pour les États-Unis, ça ne change pas grand-chose. Que la Chine soit socialiste ou à moitié socialiste ou qu'elle devienne capitaliste, c'est un rival et donc il doit être mis à genoux ou éliminé. Évidemment, la Chine est un gros morceau qu'on ne peut pas attaquer comme ça, donc la stratégie c'est de l'encercler et de la priver de ses alliés. Et justement, un chapitre majeur du bouquin, c'est celui qui analyse l'océan Indien. Souvent, en termes de stratégie, on regarde les pays, mais en réalité, ce qu'il y a entre les pays est parfois encore plus important. Et l'océan Indien, vu que l'Asie, c'est le continent d'où se déroule la bataille économique du siècle présent, que c'est la majorité de la population, des richesses et le plus grand potentiel de développement, l'obsession des États-Unis, c'est d'empêcher que l'Asie leur échappe. C'est d'empêcher que se forme une alliance entre les trois grandes puissances de l'Asie, à savoir la Russie, la Chine et l'Iran. Si cette alliance-là se fait, il est clair qu'elle va attirer d'autres pays, dont l'Inde et une série d'autres pays, que ça va créer un marché commun économique, que ça va créer une alliance économique et politique, que forcément le Japon il ne pourra pas rester en dehors, et que donc l'Asie va échapper aux États-Unis. Et ça veut dire que leur domination mondiale est fichue. La Chine est déjà devenue le partenaire alternatif pour l'Afrique. Les échanges se sont multipliés en une douzaine d'années par 20. Elle est devenue aussi le partenaire avec l'Amérique latine. Les échanges se sont multipliés par 14. Et l'océan Indien, c'est la zone où se déroule cette bataille, cette guerre non déclarée, parce que la Chine n'a pas de pétrole, pas assez, n'a pas de matières premières, pas assez de biens agricoles. Elle est donc entièrement dépendante du commerce avec l'Afrique, avec l'Amérique latine. Et c'est justement ça qu'il s'agit d'empêcher. Et si vous regardez une carte de l'océan Indien, qui est donc la zone là entre l'Asie, l'Est de l'Afrique et l'Australie tout en bas, ben, l'océan Indien, vous êtes frappé par le nombre, bon il vous faudra de bons yeux ou bien regarder la carte un peu plus tard, mais vous êtes frappé par le fait qu'il y a des explosions absolument partout. Coup d'État à Madagascar, Soudan, pays sous pression, guerre civile, entre parenthèses avec la main des États-Unis et Israël derrière les mouvements séparatistes, Somalie, pays plongé dans le chaos, Yémen, Érythrée qui est une des prochaines cibles, et Pakistan, Afghanistan, et puis bon, la liste continue, Thaïlande, Birmanie, absolument partout. Quel est le point commun pour toutes ces explosions qui peuvent être des guerres directes, des guerres civiles, des guerres entre pays ou des coups d'État? Le point commun, c'est le commerce maritime. C'est-à-dire 60% du commerce maritime mondial, il est déjà là. On a l'impression, nous en tout cas européens, que le gros c'est le commerce maritime en Atlantique ou en Pacifique. Non, il est déjà là, le centre du monde. Et c'est ça que les États-Unis veulent contrôler militairement et en contrôlant. Quand vous voulez faire un commerce maritime, vous avez besoin de ports en eau profonde ou d'une série de ports en fait en eau profonde pour les grands trafics de containers. Les navires doivent pouvoir s'arrêter sur cet énorme trajet. Et donc la Chine a des projets avec le Pakistan, avec la Birmanie, et puis sur la côte ouest de l'Afrique. Et chaque fois qu'il y a des collaborations, ça c'est une règle relativement simple de la politique internationale, s'il y a un pays que vous ne connaissez pas bien, où il y a un type qui se fait renverser ou une guerre civile, première question à se poser, est-ce qu'il a dit je vais un peu me tourner vers la Chine? Et dans les 5 minutes, il a un problème. C'est vraiment une nouvelle règle du grand jeu stratégique international. Donc il s'agit en fait d'empêcher
que la Chine devienne par ce commerce un partenaire fondamental avec l'Afrique, avec l'Amérique latine, et que le commerce sud-sud change la situation mondiale. Alors pourquoi on a appelé ça la